très bien, donc c'est le lieu de travail. Et phobie, c'est une peur irraisonnée, instituée et obsédante. Ce qui fait que bureauphobie, c'est une peur irraisonnée, instituée et obsédante de tout ce qui se rapproche au bureau, d'aller sur le lieu de travail ou d'entendre parler du travail. Il faut absolument restaurer la convivialité, rendre le travail dans le bureau, la vie dans le bureau conviviale. Madame Leila Neri, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la bureauphobie. Alors, ma première question, qu'est-ce que la bureauphobie? Très bien. Alors, pour commencer, donc, je vous remercie. Je remercie l'équipe de Matin Emploi pour son invitation et pour ses initiatives. Alors, donc, la bureauphobie. Alors, le mot bureauphobie, alors comme vous le voyez, donc, il se compose de deux mots. Donc, il y a bureau et phobie. Alors, bureau, comme on le sait très bien, donc, c'est le lieu de travail. Et phobie, c'est une peur irraisonnée, instituée et obsédante. Ce qui fait que bureauphobie, c'est une peur irraisonnée, instituée et obsédante de tout ce qui se rapproche au bureau, d'aller sur le lieu de travail ou d'entendre parler du travail. Quelles sont les causes de ce phénomène? Très bien. Alors, la bureauphobie, je pense qu'il y a plusieurs causes pour la bureauphobie. Moi, je vais te parler de 6 grandes causes. Qui jusqu'à présent, ça a été prouvé, les 6 qui ont franchement poussé plusieurs personnes à être carrément dans le burn-out. Alors donc, la première cause qui saute aux yeux, bien évidemment, c'est la pression psychologique ou le harcèlement au travail. Alors, la pression psychologique, comment? On le sait aujourd'hui, donc le management actuel, il est sur des lois de motivation. Et il y a une loi bizarre de motivation qu'on appelle la loi de pression et de l'enjeu, c'est-à-dire donc, les challenges. Alors, mettre une équipe sur, par exemple, des objectifs ou les challenger sur des objectifs, mais franchement, un objectif optimal, et pour lequel ils ont, on va dire, elles n'ont pas tous les moyens qui leur permettent de réaliser l'objectif en question. Alors donc, ces challenges-là sont importants parce que dans le cas le plus, on va dire, le plus positif qui soit, ça va pousser un peu les personnes à mobiliser leurs ressources personnelles, à réfléchir un peu aux moyens qui leur permettraient de réaliser un peu l'objectif. Mais pour certaines personnes qui sont affectivement faibles, émotionnellement faibles, ou alors qui n'ont pas l'habitude de ce type finalement de challenge, ça va un peu les tirer vers l'échec. Et donc, ils vont très mal assumer leur échec. Et donc, cette pression de l'enjeu, ça va complètement donc, faire en sorte qu'ils se sentent très très mal, et ils vont sentir un peu le mal-être dans le bureau, et le mal-être par rapport à l'équipe un peu qui les entoure. Donc, on le sait aussi aujourd'hui, donc nous sommes quand même dans un management multitâche. Et donc, on attend un peu à ce qu'une personne puisse assumer plusieurs tâches, des fois complètement différentes les unes des autres, un peu dans le même temps, ou alors dans le même exercice finalement de la grande tâche. Alors, ce multitâche-là, et ces différences entre les tâches, et qui des fois, elles sont mises en place simultanément, c'est-à-dire que la même personne est sollicitée par 3 ou 4 chefs de projet, ou alors, et puis chacun va lui dire, je veux ça et c'est urgent, je veux que tu me remettes ça et c'est très urgent. Alors, être en face des urgences multiples, et puis en face aussi de tâches multiples, à un moment donné, la personne, elle a l'impression qu'elle est tirée vers l'échec. Et là aussi, elle va aussi subir ou alors sentir ce mal-être personnel. Donc voilà, donc la pression de l'enjeu ou le harcèlement. Alors le harcèlement au bureau, par exemple, on donne un travail à un cadre et puis on va le solliciter par téléphone, par email, 36 000 fois par exemple dans la journée pour lui dire alors où est-ce que tu en es, quand est-ce que je pourrais la voir, alors je vais la voir à quelle heure, est-ce que je peux la voir tout de suite, donc j'en ai besoin tout de suite, etc. Alors quand on travaille avec plusieurs supérieurs en même temps et chaque supérieur il donne une tâche et chaque supérieur a pris, enfin sa tâche elle est urgente, donc à un moment donné, donc, la personne elle gère très très mal ce flux de travail et ça peut complètement la pousser vers le burn-out. Alors, il y a aussi la latitude dans la décision ou l'infantilisation. Ça, c'est plutôt un problème qu'on trouve chez les managers, les leaders. Alors donc, sur le formel ou sur le papier, ils ont telle responsabilité, mais après, on va dire dans le vécu, dans l'exécution de la tâche, voilà, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas un peu un seuil d'autonomie, ils n'ont pas un degré d'autonomie ou de prise de décision. Et du coup, pour par exemple faire avancer les choses, ils sont obligés d'arrêter et d'attendre que la décision s'amène finalement d'une autorité supérieure. Donc c'est un peu un management infantilisant, si vous permettez un peu l'expression.
Ils sont dans un management infantilisant, donc ils se sentent un peu pris en charge par une entité décisionnelle majeure, mais sur le papier elle n'existe pas. C'est-à-dire quand on s'est mis d'accord avec lui, on lui a dit écoute, tu as toute la liberté de décider, d'être autonome, de prendre des initiatives, mais finalement dans l'exercice de sa tâche il a besoin de ça, mais il ne peut pas parce qu'il doit toujours avoir recours à cela. L'infantilisation aussi, vous savez, un peu ce management de contrôle et de supervision, un peu on va dire beaucoup de contrôle. Donc il travaille alors qu'il y a des caméras partout. Alors les caméras qui le guettent un peu de partout, etc. Donc il est surveillé tout le temps par des caméras. Le travail, il est hyper bien supervisé avant, pendant et après. Le contrôle est mis en place avant la tâche, pendant et après la tâche. Donc ce management, ce type de management où la supervision ou l'infantilisation, elle est mise, mais franchement de façon optimale, ça aussi, ça stresse et ça fait que la personne n'est pas satisfaite, elle ne s'accomplit pas, elle ne s'épanouit pas, elle ne se réalise pas dans le travail, elle est complètement, on va dire, emprisonnée. Elle sent qu'elle est complètement emprisonnée. Alors, il y a aussi les conditions environnementales. Alors, donc, on se dit qu'on est maintenant dans un management, dans un environnement open space. Alors, l'open space, normalement, il a beaucoup de qualités. Donc, c'est déjà, on va dire, un peu ces ambiances psychologiques extraordinaires, cet échange, cette synergie entre les équipes. Mais en même temps, travailler dans une ambiance open space, c'est très difficile à assumer. Pourquoi? Parce que les cadres, ils sont complètement dans un management de dépersonnalisation. Il ne peut même pas mettre ses objets personnels sur son propre bureau parce qu'il n'a pas de bureau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai ce bureau, le lendemain, donc, quand je viens, c'est un peu ce qui se passe dans les centres d'appel. Donc aujourd'hui, il a ce bureau-là, le lendemain, il va avoir notre bureau, le surlendemain, il a notre bureau. Donc les cadres, ils sentent qu'ils sont interchangeables et l'environnement aussi interchangeable. Et donc, on travaille un peu dans l'absence carrément dans des environnements complètement dépersonnalisants. Donc il ne peut même pas mettre un objet personnel, les photos de ses enfants, etc. Et donc, il vit complètement dans l'anonymat dans l'entreprise. Ça aussi, c'est très difficile à assumer psychologiquement. Il y a aussi le fait qu'on est dans l'open space. On peut être complètement victime, par exemple, de la pollution sonore, donc les téléphones qui sonnent, et après on entend tous les téléphones qui sonnent. Ça peut aussi nous empêcher de nous concentrer sur le travail. Il y a aussi les bribes des discussions des uns et des autres qu'on peut aussi subir quand on est concentré sur un travail complètement judicieux et qui exige un effort de concentration personnelle. Il y a aussi, par exemple, les communications à côté. Bon, une personne qui s'énerve à côté, donc il y a le transfert démotivationnel. Donc la personne à côté, elle est sujette à une agressivité, ou alors elle a une réaction agressive, elle va bien sûr l'étaler, et moi je suis à côté, je la vois, systématiquement il y a du transfert qui se fait. Donc cet environnement open space, c'est aussi un environnement qui est très dur, très lourd à assumer et qui peut aussi faire en sorte que le cadre sente aussi un malaise dans le travail et dans le bureau. Le manque de reconnaissance, donc on le sait tous, donc c'est franchement un sérieux problème managériel qui peut agir sur les personnes. Donc quand on est sur un management orienté objectif, mais qui ne donne aucun intérêt aux performances humaines et personnelles. Donc des fois, face à de grands objectifs, on n'arrive pas à atteindre l'objectif forcément, mais on a fait preuve de grandes performances humaines. C'est-à-dire que j'étais sur de nouvelles tâches, c'était sur de nouveaux exercices, j'avais pas les moyens, j'ai dû mobiliser mes ressources internes, j'ai dû bien sûr me débrouiller à droite et à gauche, je me suis mobilisée, j'ai fourni un effort que je n'avais pas l'habitude de fournir avant, et donc pour moi c'est une grande réalisation, c'est une grande réussite, mais je n'ai pas pu atteindre l'objectif. Alors que je suis évaluée sur l'objectif, le management il est orienté objectif, les managers pour moi ils me disent j'ai pas réalisé l'objectif, alors que moi j'ai remarqué qu'en termes de performance humaine, j'ai déployé beaucoup de choses. Et systématiquement, donc, quand le management ne reconnaît pas les performances humaines, ne reconnaît pas l'effort humain, il est beaucoup plus orienté sur l'objectif quantifiable, ça frustre. Le cadre, il assume et il subit beaucoup de frustrations. Et ces frustrations-là, donc, elles vont bien sûr prendre d'autres ampleurs qui vont bien sûr se conjuguer sous forme de burophobie. Et les problèmes, et enfin les problèmes de communication tout court, donc les problèmes de la communication, donc quand on est dans un environnement où il n'y a pas de transparence, il y a de l'opacité managérielle totale, donc je ne sais pas qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai à faire, et puis quel est mon avenir dans l'entreprise, quel est l'avenir de l'entreprise en général, quels sont les chiffres de mon entreprise, quelles sont finalement les extensions qu'elle a cette entreprise-là, quel serait bien sûr mon projet professionnel dans le cas de cette entreprise, quelle évolution va avoir mon poste, quelle évolution je vais avoir moi personnellement, est-ce que mes évolutions personnelles sont prises en compte dans l'entreprise ou pas.
Donc travailler dans l'opacité, dans le manque de transparence, dans le manque de communication, ça aussi c'est très frustrant pour le salarié. Alors et des fois, des réactions tout à fait bêtes et banales pourraient bien sûr enclencher de gros problèmes psychologiques. Rien que par exemple, donc un email qui a été envoyé à tout le monde et par omission, par inadvertance, bon mon nom ne figure pas dans l'email en question, ça pourrait bien sûr engendrer tout un tsunami d'idées négatives, des interprétations tout à fait négatives des fois, et systématiquement ça a répercussion sur la personne et les frustrations sont là, les déceptions sont là et la dépression peut bien sûr prendre ses formes et carrément on peut aller carrément, comme je disais, sur un burn-out tout à fait facile. Coach Leila Naïm, quels sont les remèdes que vous proposez pour sortir de la burophobie? Très bien. Alors, pour dépasser la burophobie, donc, avant de parler en fait des remèdes, il y a des symptômes dont j'aimerais bien parler pour un peu aider les gens finalement à s'auto-diagnostiquer et aider aussi les managers à diagnostiquer, pourquoi pas, leurs collaborateurs. Donc, les premiers symptômes, en fait, il y a des symptômes physiques, mais également des symptômes psychologiques et aussi qui concernent le comportement de l'individu. Donc je commence par les symptômes physiques. Les symptômes physiques, c'est un peu les symptômes que l'on pourrait aussi repérer quand on est un peu sujet au stress au travail. Alors donc il y a tous les symptômes physiques comme par exemple les problèmes de digestion, donc tout ce qui est ballonnement, vomissement, par exemple diarrhée, constipation, etc., manque d'appétit ou carrément boulimie dans certains cas. Il y a aussi les palpitations cardiaques, donc une personne qui voit son rythme cardiaque augmenter de façon inexpliquée à des moments dans la journée alors qu'il n'a même pas fourni d'efforts. Le surmenage, un peu cette fatigue, vous savez, cette volonté de ne pas avoir goût à faire quoi que ce soit. Donc une fatigue, tous les membres du corps qui font très très mal, ou alors je sens que j'ai des courbatures partout. Donc les maux de tête, des migraines qui sont complètement chroniques. Il y a aussi des problèmes, par exemple, cutanés, l'eczéma éventuellement, des irritations, des allergies comme ça, inexpliquées. Voilà, une vulnérabilité, la santé qui devient complètement vulnérable, la vulnérabilité de la santé de la personne, ou par exemple, elle est sujette au rhume facilement, par exemple, les inflammations rapidement et facilement, donc elle devient vulnérable, elle peut tomber malade facilement et rapidement. Il y a aussi les troubles psychologiques, comme par exemple les insomnies, donc c'est carrément trouver des difficultés à trouver du sommeil, donc ça réfléchit tout le temps, on a l'impression qu'on n'arrive pas à se reposer, que le cerveau ne se repose pas. Ou alors complètement donc des réveils, on va dire, assez accentués dans la nuit, dans une même nuit, donc il y a 3 à 4 réveils par nuit éventuellement, et puis après beaucoup de difficultés à reprendre le sommeil. Et sur le comportement, donc une irritabilité inexpliquée, ou alors un changement d'humeur dans la journée qui est aussi inexpliqué, un changement dans l'attitude, dans le comportement, des crises d'angoisse, donc qui aussi attaquent la personne à un moment de la journée, ou alors à plusieurs moments dans la journée, et qui sont aussi inexpliqués. Alors quand une personne s'autodiagnostique avec ces symptômes-là, ou alors un manager diagnostique ça chez ses collaborateurs, bon, il y a moyen en fait, de poser la question, de se poser des questions et essayer de puiser quand même, on va dire, autour de la burophobie, pourquoi pas. Alors donc, quels sont les remèdes maintenant, c'est-à-dire ce qu'on propose dans ce cas? Donc, il y a des solutions que le management pourrait mettre en place, d'accord, pour éviter ceci à tous les collaborateurs. Comme il y a aussi des remèdes personnels, ou alors une prise en charge personnelle que la personne pourrait faire elle-même, pour elle-même, quand elle va s'auto-diagnostiquer. Alors je commence par le management. Qu'est-ce que le management pourrait-il faire afin d'éviter la burophobie aux collaborateurs? Donc il faut commencer par avoir un management qui a pour objectif de restaurer la convivialité dans le bureau. Voilà, là, il faut des bureaux conviviaux. Il faut qu'il y ait plus finalement d'humanisme dans la façon de travailler, éviter la dépersonnalisation et éviter l'interchangeabilité. C'est-à-dire que pourquoi pas créer des circonstances, des situations où l'équipe dans le bureau vont vivre ensemble, partager ensemble sous un peu une ambiance sociale. Alors quand il y a l'anniversaire dans le bureau, on va bien sûr le fêter ensemble. Ça fait plaisir quand tous les collègues se rappellent notre date d'anniversaire et font en sorte de nous surprendre et de vivre ça ensemble, pourquoi pas. Quand il y a un baptême, quand il y a un mariage par exemple, des gestes comme ça qui pourraient se faire par l'équipe du bureau, dans le bureau lui-même, c'est-à-dire comme ça, ensemble, c'est extraordinaire. Ça aussi, c'est un peu une reconnaissance sociale, c'est sentir que je vis dans une équipe et j'existe pour l'équipe.
c'est extraordinaire. Donc, les team building, par exemple, vous savez, le coaching d'équipe, donc comme ça, offrir des séances de coaching d'équipe, voilà, pour ses coéquipiers, avec un coach expert, voilà, pour peut-être en fait travailler sur la burophobie, sur le stress, la gestion de stress, l'appartenance, l'esprit d'appartenance. Bon, il y a plusieurs thématiques qu'on pourrait travailler avec l'équipe. Mais il faut absolument restaurer la convivialité, rendre le travail dans le bureau, la vie dans le bureau convivial et vivable. Alors, un deuxième remède, ça pourrait être par exemple faciliter les passerelles de communication entre les aînés dans l'entreprise et les nouveaux dans l'entreprise. Par exemple, on a toujours des personnes qui sont là, qui ont finalement, on va dire, plusieurs années d'expérience, qui ont déjà pu vivre ceci, qui sont passés par là. Ça serait bien aussi d'échanger, de faire l'échange avec les aînés. Donc un peu partager l'expérience de ces personnes-là, si elles sont passées par des exemples pareils, des crises professionnelles. Alors comment elles ont développé ces crises-là, comment elles ont fait pour les dépasser, que ces personnes-là puissent orienter aussi, conseiller, aider les autres finalement à dépasser ces crises professionnelles. Peut-être bien en fait que ces aînés-là puissent aussi peut-être bien en fait aider le management à repérer les personnes qui sont en difficulté professionnelle dans ce sens, et aussi bien sûr donc ensemble dans une ambiance conviviale, donc nous nous aidons les uns les autres pour dépasser aussi ce type de difficultés. Alors donc il faut surtout éviter d'agir en coup de tête, c'est-à-dire que je vais mal, il y a un malaise, ça y est, donc j'ai plus envie d'aller au bureau, alors coup de tête, je démissionne finalement et je quitte le bureau. Il ne faut surtout pas faire ça. Alors là, il faut avoir recours à un coach professionnel, pourquoi pas. Donc allez voir un coach et puis partager avec lui, discuter avec lui. Et bien sûr, donc on va voir d'où viennent finalement les sources de ce mal-être dans le bureau. Est-ce qu'il vient de la compétence ? Et donc, est-ce qu'il y a un problème? On va faire un bilan de compétences de la personne et voir est-ce que ça vient de sa compétence ou ça vient de sa motivation. Donc maintenant, si c'est la compétence, ben, il y a un effort à faire au niveau de la compétence. Et donc, on va peut-être s'inscrire, identifier les formations dont on a besoin et s'inscrire dans une formation. Voilà, qui va nous aider peut-être en fait à vivre mieux dans le bureau et à mieux assurer les tâches. Et les projets dont on est chargé dans le bureau. Maintenant, si c'est au niveau de la motivation, avec le coach professionnel, bien évidemment, on va repérer la source de ces problèmes-là et on va agir en conséquence. Donc là, il s'agit de mettre en place ces priorités motivationnelles. Qu'est-ce qui est intéressant pour moi? Est-ce qu'avoir un travail finalement polyvalent, des tâches polyvalentes et tout à fait diversifiées, ou alors peut-être bien en fait avoir un bon salaire, ou alors peut-être bien en fait avoir des horaires flexibles qui me permettent aussi peut-être bien en fait de vivre ma vie personnelle, etc. Donc il faut aussi, avec le coach, mettre en place ses priorités personnelles, ses motivations personnelles, et pourquoi pas, ou bien essayer déjà de les intégrer dans son mode de vie dans le bureau, et dans le travail, et dans la vie professionnelle, ou alors, carrément dans le pire des cas, cette fois-ci, changer de travail, mais le changer pas pour le changer, non, mais changer de travail pour finalement un projet professionnel, un autre projet professionnel qui saura prendre en charge et prendre en considération mes priorités motivationnelles afin de ne pas retomber dans les mêmes problèmes ailleurs, c'est-à-dire une fois qu'on aurait changé. Alors ceci, c'est ce qui devrait être mis en place par le management. Maintenant, ce que moi, je pourrais faire pour moi quand je m'auto-diagnostique. Alors, je pourrais aussi avoir recours à la naturothérapie, donc, et voir avec un coach finalement, c'est-à-dire dans la naturothérapie. Qu'est-ce que la naturothérapie? C'est carrément voir avec une personne experte qui va nous aider à repérer notre mode de fonctionnement dans la journée ou dans l'année ou dans le travail, et puis nous donner un peu toutes les ressources qui nous permettraient éventuellement d'auto-rétablir notre mode de travail ou alors dans notre mode d'exercice. C'est-à-dire que laisser un moment pour le travail dans la journée, un moment pour exercer ses passions dans la journée, un moment pour faire des choses que l'on aime faire dans la journée. Donc j'aime par exemple faire des randonnées, donc je vais bien sûr intégrer ça dans l'emploi du temps de la semaine. J'aime par exemple, je suis un cinéphile et j'aime le cinéma, j'essaie d'intégrer ça aussi dans mon planning de la semaine. Alors dans la journée par exemple, au fait, je laisserai par exemple un moment pour bien en fait sortir au café avec les copains et peut-être bien en fait discuter avec les copains. Alors dans la journée, je laisserai un moment par exemple pour faire de la relaxation, faire du yoga par exemple dans la journée, et dans la journée j'aurai un moment aussi pour réaliser mes objectifs. Bref, on va prendre le mode de fonctionnement de chacun
et puis voir comment ça marche, comment son emploi du temps se fait. Est-ce que cet emploi du temps, il respecte son métabolisme? Est-ce que cet emploi du temps, il respecte ses passions? Est-ce que cet emploi du temps, il respecte ce qu'il aime faire et ce qu'il doit faire? Un emploi du temps idéal devrait bien évidemment, on devrait y trouver ce qu'on est obligé de faire, mais ce qu'on aime faire aussi. Et donc essayer finalement d'allier l'utile à l'agréable dans une journée, dans une semaine, dans un mois de travail, dans une année de travail, pour être aussi sur l'épanouissement et sur l'accomplissement. C'est très important, très très important. Et puis pourquoi pas aussi intégrer la variante passion dans la vie. Alors carrément, ressortir une passion, qu'est-ce que j'aime faire, et ne pas hésiter à faire ce que l'on aime faire, que ce soit dans la journée ou dans le mois ou dans la semaine. Il faut absolument faire des choses que l'on aime faire pour se ressourcer, s'auto-ressourcer, et puis aussi lever le pied et faire un peu le break, se détacher un peu de cette pression-là. Voilà, gérer un peu cette pression.